L'avion vibrait vraiment tellement fort. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens un mouvement fort. Pouf! Il y avait des gens qui vomissaient. Il y avait vraiment la panique totale. On dit qu'on ne sait pas les jours où on meurt. Mais moi, je sais que je meurs aujourd'hui. Je suis Francis Mwamba Lambert. Je suis rescapé d'un crash d'avion qui a fait 36 morts. Je suis le seul survivant. Je suis journaliste. Je travaillais au Congo le lundi 4 avril 2011. Je devais normalement rentrer à Kinshasa. On embarque dans l'avion. Je me suis installé, puis l'avion a décollé. C'était un jet, un CRJ. Il y avait quelques hommes politiques, il y avait aussi les travailleurs de l'Organisation des Nations Unies. Au total, il y avait 33 passagers et 4 membres d'équipage. On a fait 1h20. Je me suis levé. J'ai eu l'envie de me soulager dans les toilettes derrière. Quand je suis retourné, je voulais reprendre ma place parce que j'avais laissé mon sac. Mais c'est quand je suis arrivé juste à notre rangée, j'ai entendu vraiment une voix qui me dit « Va à droite ». Et je n'ai pas hésité. Je me suis installé là. J'ai la forte conviction que c'était l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. J'entends aussi « mets la ceinture ». Il n'y avait même pas un danger, il n'y avait même pas un mouvement, secousse, tout ça. Non, il n'y avait rien. Après quelques minutes seulement, on a senti un mouvement, c'était un peu brutal. Je me suis dit peut-être que bon, nous sommes dans les turbulences. Après quelques minutes encore, il y a encore une forte bruit et puis des secousses qui font... L'avion vibrait vraiment tellement fort. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois 3 membres d'équipage. Ils ont laissé les cockpits, donc la cabine. Ils sont venus vers nous. Ils ont commencé à se dire des choses que personne ne pouvait écouter. J'avais l'air paniqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens montrent un peu un comportement bizarre? Ça s'est calmé un peu. Je jette un peu l'œil en bas. Je vois, on était encore vraiment là, dans l'altitude vraiment. Il nous restait à peu près 20 minutes pour atterrir. Je sens un mouvement fort. Pouf! Et je commençais maintenant à trembler puisque l'avion allait dans presque tous les sens. Je me suis dit non, ce n'est pas normal. Et là, les gens commençaient à crier. Ils pleuraient, Seigneur, sauve-nous, Seigneur. En tout cas, il y avait des gens qui vomissaient. Il y avait vraiment la panique totale. Pendant ces temps-là, il n'y avait pas un signal, genre, mettez vos ceintures. Les dernières images qui me reviennent en tête, c'est que quand j'ai vu la maman là venir se cogner devant, j'ai vu le vice-gouverneur qui avait le journal qui lisait, mais qui pleurait, qui criait. J'ai tenu les accoudoirs comme ça. Et donc je me disais dans mon cœur, on dit qu'on ne sait pas les jours où on meurt. Mais moi, je sais que je meurs aujourd'hui. C'est pendant ce moment-là où tu te poses 40 000 questions et tu n'as aucune réponse. Et tu fais ton deuil et tu fais toi-même ton enterrement. Parce que là, tu sais, tu meurs. Je me pensais directement à ma fille. J'ai dit, ma fille, elle est bébé. Elle venait d'avoir 1 année. Il y avait sa petite sœur qui venait de naître. J'étais vraiment dépassé. La seule chose que j'ai prononcée comme ça, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, sois avec moi. J'avais perdu connaissance. L'avion s'est écrasé sur le sol à l'aéroport.
il y a les gens qui sont venus pour nous secourir dans les débris, pour voir un peu ce qu'il y a des survivants. Un militaire, capitaine, il voit vraiment, oui, je respire. J'ai dit, sauve-moi, sauve-moi. Il appelle les pompiers, ils viennent, ils m'enlèvent dans les débris. Il y avait encore un monsieur qui était aussi sauvé. On nous a amenés vite à l'hôpital Biamamari Mutombo. À l'hôpital, quand j'ouvre les yeux, je vois beaucoup de sang. On m'a mis un truc sur le cou, de bandes, je touche, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où? On me dit, vous êtes à l'hôpital, vous avez fait l'accident d'avion, tout le monde sont morts, vous êtes resté seul. L'autre monsieur lui aussi qui était, on va dire, il était un peu demi-rescapé, puisqu'il a survécu pour quelques heures. Après, il a succombé, il est mort. Je suis resté 5 jours à l'hôpital à Kinshasa. C'est seulement au dos, au niveau de la colonne vertébrale, que j'avais pris un choc. Alors, il fallait que je sois transféré vers l'Afrique du Sud. Les journalistes étaient venus. J'avais lancé un SOS qui avait touché les autorités du pays. J'ai saisi de cette occasion pour demander aux gens de bonne foi, surtout au gouvernement, qu'ils me soutiennent un peu, parce que j'ai besoin vraiment de mes 2 pieds. Alors pour que je puisse bien récupérer mes 2 jambes, on doit m'évacuer. C'est le 9 avril que je prends l'avion, un avion médicalisé qui était venu, qui était affrété par le gouvernement. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, on m'a mis dans le ICU, donc dans les soins intensifs. L'opération avait réussi. J'ai été transféré dans un centre de rééducation. Je ne pouvais pas bouger au niveau des membres inférieurs. Et petit à petit, j'ai bougé ma jambe droite. On intensifiait le kiné. Il y avait des psychologues qui venaient de temps en temps parler avec moi parce que je ne mangeais pas. Je ne parlais presque pas. On m'a amené vers l'aéroport pour travailler le moral, la mémoire. J'ai eu peur directement, j'ai eu très mal. J'ai dit non, 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 ramenez-moi, ramenez-moi. Je voyais, mais je fermais plus les yeux, je ne voulais pas. Mais quand je voyais, j'ouvrais pour voir. J'avais la tête qui tournait, je vomissais. Et je crois, 8e, 9e fois que je m'étais maintenant stabilisé. J'étais appelé à rentrer au pays. J'ai pris l'avion. Je suis installé dans l'avion, on a fait les décollage tranquillement, sans avoir peur, et c'était un bon pilote aussi, on est bien atterri. Et depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris déjà 14 vols sans avoir peur. Aujourd'hui, je me porte bien. C'est vrai que j'ai quelques douleurs, les douleurs neuropathiques, qui pour le médecin disent aussi que c'est un bon signe. Le plus important, c'est vraiment la vie. Et ce que j'ai vécu, c'est un miracle. Moi, je peux aujourd'hui expliquer aux gens cette expérience-là. La vie, ce n'est pas les jambes. La vie, c'est l'homme intérieur. J'ai dit à ma femme, je crois qu'il va y avoir un problème dans l'avion. J'ai pensé directement, est-ce que ce mec est armé? Et j'entends à ce moment-là le passager qui dit, bon maintenant, vous allez faire tout ce que je dis. C'est moi le capitaine ici. Et il dit à voix haute, je vais rentrer dans le cockpit, je prends les commandes et on rentre à Munich. Là, je me dis, merde, il y a vraiment un problème, quoi. Je m'appelle Tariq Sebedine. J'ai vécu le détournement en plein vol d'un avion. Je suis un ancien boxeur professionnel et en août 2018, je décide avec mon épouse d'aller faire un voyage. On finissait notre périple avec l'Allemagne et Munich. On est le 24 août 2018 et on doit rentrer en France. Voilà, on arrive à la fin. Une petite larme peut-être. Le temps, en tout cas, il est mauvais. Même le temps me dit qu'il faut que je rentre. Je rentre en France. Ciao. C'est là qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Lors de notre vol Munich-Paris, on arrive à l'aéroport, donc on va s'installer dans l'avion. C'est un gros Boeing. On est plus de 200 personnes dedans. C'est un 777. Je vais me mettre du côté du couloir et l'avion va décoller.
On est en plein vol, donc il demande de détacher les ceintures. Et là, il y a l'hôtesse qui vient porter les plats pour qu'on puisse se rafraîchir, se restaurer. Elle vient, elle est à ma gauche, elle me donne le plateau, elle avance à peine de 1,50 m à peu près, quoi. Et là, il y a un mec qui vient la coller. Il est vraiment derrière elle. Au début, je ne comprends pas et je me dis, mais pourquoi il la colle? Il y avait de l'espace à côté, il pouvait passer à côté et lui parler. Et j'ai vu qu'il commençait à lui parler à l'oreille. Et c'est là que je me disais, c'est pas normal. La personne était grande de taille, un homme métis, dans les 1,85 m, 90 m, fin. Et je le regarde, il est en survêt. J'ai pensé directement, est-ce que ce mec est armé? J'ai vérifié et puis j'ai dit non, il n'y a rien, il ne pouvait rien avoir sur lui. Je l'observe et j'essaie de comprendre ce qu'il lui dit parce que c'est anormal. L'hôtesse était figée. J'ai dit à ma femme, Nasser, je crois qu'il va avoir un problème dans l'avion. Et le chef de cabine qui est en face, qui est en train d'observer la situation, va venir et va demander à cette personne de regagner sa place. Je comprends juste qu'il refuse de s'asseoir, il mime des coups de tête. Donc je sais qu'il est en train d'impressionner le chef de cabine. Et le chef de cabine va faire demi-tour et va regagner l'avant de l'avion. Et ce mec va le suivre. Et là, je me dis, il va avoir un problème. Je me lève à mon tour, je vais jusqu'au bout, je traverse l'avion, j'arrive à l'entrée. Donc, arrivé à leur niveau, je vois qu'ils ne parlent pas. Je vais regarder sur ma gauche, je vois les toilettes ouvertes. Et je vais m'engouffrer dans les toilettes. Et je vais laisser la porte entrouverte. Et j'entends à ce moment-là le passager qui dit « Bon, maintenant, vous allez faire tout ce que je dis. C'est moi le capitaine ici. » Et là, je me dis « Merde, il y a vraiment un problème, quoi. » Donc, j'ouvre la porte et je vais m'adresser au chef de cabine en lui disant « Avez-vous un problème? Si vous voulez, je reste avec vous. » Et ce chef de cabine va me tendre les deux mains et il va me demander « Restez, s'il vous plaît. » Je vais rester. Le passager qui posait problème, quand je lui parle et je demande à quoi il joue, il ne me répond pas. Au début, je ne comprends pas. Donc, je lui demande juste d'arrêter ce petit manège. On est en train de se faire remarquer et dis-moi ce que tu veux. Il me dit, écoute, je veux parler au pilote. Je n'ai pas de point avec toi, c'est avec eux que je veux régler ça. Et là, ça m'agace parce que je lui dis, écoute, si tu as un problème avec eux, on est 200 dans l'avion, tu vas déjà avoir un problème avec moi. Il me regarde et puis il va me dire, écoute, mais est-ce que tu crois que j'ai peur de mourir? Est-ce que j'ai peur de toi? Il prend la poignée de la porte de l'avion et il me dit, est-ce que tu veux que j'ouvre? Je vais le regarder dans les yeux et je vais dire, écoute, ouvre. Tu fais le malin, ouvre la porte. Et là, il devient fou. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu demandes que j'ouvre? Pourquoi tu veux que j'ouvre? Et je dis, ouvre, tu seras le premier à partir. Et là, je le vois qu'il n'est pas content, il est énervé. Il va lâcher la poignée. Il va dire, moi je ne bouge pas d'ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je reste ici. Et il fait le mort. Et il tombe, boum, il s'allonge, il dort. Il ne bouge pas. Le chef de cabine me fait signe. Il prend deux mecs. Il leur dit, vous et vous, venez avec nous, deux costauds. Et puis je comprends qu'en vérité, il veut commencer à préparer une contre-attaque à ce mec-là. Et là, on voit que le mec s'est relevé. Dès qu'il voit qu'on arrive, aussitôt, et par chance, il va tourner dans la première rangée de la première classe. Il va s'asseoir côté hublot. Donc je me dis, chouette, il est bloqué. Donc vite fait, je vais me mettre sur cette première rangée. Alors, le mec est bloqué, c'est-à-dire si je tends le bras, il ne peut pas passer, quoi. Le chef de cabine va se mettre à l'entrée, un rang derrière, je regarde, tout le monde est positionné comme ça. On avait sorti la première classe, on est là. Et puis, on ne parle pas. Pour moi, on attend que le chef de cabine me dise top, donc j'attends. Mais d'un coup, je vais être surpris. Il va se lever d'un coup, il va passer devant moi. Et c'est là, c'est le seul moment que je comprends réellement son ambition. Et il dit à voix haute, je vais rentrer dans le cockpit, je prends les commandes et on rentre à Munich. Je me dis, mais il est fou. C'est vraiment un fou, quoi. Et je me dis, impossible d'attendre le top départ. J'interviens maintenant. Je vais lui sauter dessus.
Je vais le maîtriser, je vais le bloquer, je vais le serrer fort. Mais voilà, il va se débattre. Et là, mes acolytes, on va dire, vont venir m'aider. Le chef de cabine va lui attacher les mains. Les deux autres sont sur les pieds à le maîtriser. Il est allongé, il est attaché comme ça, il me regarde. Moi, je suis là, les autres personnes sont assises. Et on va faire le reste du vol comme ça. L'avion a atterri et on nous annonce que la police va entrer. Et seulement à l'entrée de la police, les gens pourront sortir par l'arrière de l'avion. D'un coup, la porte s'ouvre. Et je vois les forces de l'ordre qui arrivent. Pour moi, je suis soulagé. Je me dis, bah, tenez-le, ça y est, c'est fini. Ils me regardent tous. Et je me dis, merde, ils sont en train de penser que je suis avec le gars. Il a fallu que le commandant sorte. Il a rejoint le chef de cabine et il leur dit, non, non, lui, il a tout fait. On peut le remercier, c'est lui qui a tout fait. Donc, le chef de la police qui était là va me féliciter. Ils vont récupérer ce mec-là. Je pensais qu'il y a une chose, je veux récupérer ma femme, je vais la voir et elle va venir avec moi. On va me dire, vous pouvez immortaliser ce moment et venez faire une photo. Donc je vais faire la photo aux commandes du pilote. Et puis nous voilà partis à la police des frontières, à Charles de Gaulle. À la police des frontières, je vais être auditionné. Et je vais raconter dans ce procès verbal tout ce qui s'est passé. La police va donner le résultat en nous disant qu'il n'était pas drogué et pas alcoolisé. Donc c'était d'ordre psy. Cette personne va être à Sainte-Anne. Je commence à prendre conscience d'abord des risques qu'il y a eu, les enjeux qu'il y a eu. Et je me dis, c'est vrai, ça a été fou, quoi. Souvent, on se dit, ça ne m'arrivera jamais, c'est aux autres. Tous les jours, ça peut arriver. Déjà que j'étais méfiant à l'époque, à observer tout le monde, on devient presque parano. Aujourd'hui, quand je vais m'asseoir quelque part, je ne suis jamais dos aux personnes. Je vais tout le temps me mettre de face à observer les gens. Même si demain ça devait se reproduire, je le referais sans aucun problème. Et c'était un élément, un moment de notre vie encore, qui remet les pieds sur terre. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Quand quelque chose se passe, je ne dis pas d'agir automatiquement, physiquement, maîtriser les personnes, mais il faut s'interposer à des actes comme ça, il faut porter son aide, chacun avec ses moyens, mais il faut intervenir, il faut s'opposer à l'injustice qu'on peut voir sous nos yeux. Le 12 août, je suis au restaurant et j'entends le bruit d'un avion. Je suis de suite interloqué, je me dis, tiens, le bruit d'un avion. Je vois un avion arriver à très basse altitude. Waouh, il est vraiment très bas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça se passe en une fraction de seconde. En touchant la cime des arbres, il a accroché le train, donc ça fait piquer l'avion, c'est immédiatement enflammé. Et j'ai sauté la barrière. J'ai couru vers l'avion pour porter secours. Qu'en 3 minutes, c'était fini. Il n'y avait plus d'avion, il n'y avait plus rien. Je m'appelle Jean-Éric Ferré et j'ai sauvé 3 personnes d'un avion en flammes. Je suis restaurateur sur le golfe de Bagnères-de-Luchon. Le 12 août, je suis au restaurant qui n'avait pas grand monde. Ça s'est passé à 10h45. Et surtout, sur le trou numéro 4 sur lequel ça s'est passé, il n'y avait personne. Je devais aller à la banque, mais comme je ne fume pas dans ma voiture, je me suis dit, je vais fumer une cigarette sur la terrasse avant d'aller à la banque. Et j'entends le bruit d'un avion. Étant pilote moi-même, je suis de suite interloqué. Je me dis, tiens, le bruit d'un avion. Et à ce moment-là, je vois un avion arriver à très basse altitude. Ben, je me dis, waouh,
il est vraiment très bas, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ça se passe en une fraction de seconde. L'avion est arrivé. En touchant la cime des arbres, il a accroché le train. Donc ça a fait piquer l'avion et qui a tapé sur le fairway, qui a arraché les trains et qui est parti en glissade. Il a tapé dans l'arbre au niveau de l'emplanture de l'aile, là où il y a les réservoirs, et l'avion s'est immédiatement enflammé. On pense que c'est un film, mais c'est pas un film. Je me suis pas posé 50 questions. Il y a au moins une personne à bord. J'ai hurlé à mon épouse qui était à l'intérieur du restaurant. Appelle les pompiers, et j'ai sauté la barrière. J'ai couru vers l'avion pour porter secours, pour voir ce que je pouvais faire. Et en arrivant à l'avion, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une personne, mais 3 personnes à l'intérieur. J'ai essayé d'ouvrir la verrière, mais avec le choc, la verrière était coincée. La partie gauche de l'avion étant en feu, j'ai cassé la verrière pour pouvoir extraire les 3 personnes. Il y avait une demoiselle à l'arrière. Je l'ai hissée hors du cockpit. Le monsieur qui était devant, assis à côté du pilote, c'était son petit copain. J'ai dégrafé la ceinture de sécurité. Je l'ai sorti. L'intérieur de la cabine brûlé. Côté pilote, avec le choc, le cockpit s'était légèrement déformé et lui coinçait sa jambe. J'ai tiré de toutes mes forces et je l'ai arraché de l'avion. On ne se rend pas compte qu'avec l'adrénaline, le stress, on a une force que l'on ne soupçonne pas. J'ai une photo de mon épouse qu'elle a faite avec son téléphone portable de la fenêtre du restaurant à 10h48, soit 3 minutes après. Il n'y a plus d'avion, il est intégralement en flammes. Ce qui veut dire que j'ai réussi à sortir ces 3 personnes en moins de 3 minutes. L'avion brûle intégralement et resté plus rien. Sinon, les 3 pauvres personnes brûlaient vives en 3 minutes. Dans les 5 minutes qui ont suivi l'accident, les pompiers de Luchon sont arrivés. Ils ont éteint le feu, peu qui restait de l'avion. Les 3 personnes ont été évacuées directement à l'hôpital, donc tout le monde est parti. Et puis après, on a un restaurant, donc il y a des clients qui ne sont pas au courant, il était 11h moins le quart, qui arrivent à midi, ils ne sont pas au courant, mais ils viennent pour manger. On ne peut pas dire aux clients, désolé, il y a eu un accident là à 40 mètres, donc on ne vous fait pas à manger, non. Mais on a assuré le service, entre guillemets, comme si rien ne s'était passé. Le soir même, avec l'aide de l'aéroclub de Luchon, on a tout nettoyé, on a récupéré tous les débris, on a récupéré le moteur. Le lendemain, à part les traces sur l'arbre qui a brûlé et l'impact sur le fairway, il n'y avait plus rien. Mais la chance a voulu, quelque part, qu'en accrochant la cime des arbres, ça le dévie de quelques degrés, ou sinon l'avion finissait dans le restaurant. Ça aurait pu être dramatique. Des émotions, ça j'en ai eu. Le plus émouvant, c'est quelques jours après l'accident, le papa de la demoiselle m'a appelé pour me remercier d'avoir sauvé la prunelle de ses yeux, sa fille. La conversation a dû durer une petite demi-heure et je reconnais que j'ai dû mettre 2 jours à m'en remettre. Mais ce monsieur au téléphone, il m'a fait pleurer. On a quelque chose en nous qui fait que dans des cas pareils, on ne réfléchit pas. Je ne suis pas un héros, je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne, je pense, aurait fait à ma place. J'aurais pu sortir mon portable et filmer. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Le 12 août restera dans ma mémoire. Je n'ai aucun mauvais souvenir de ce jour-là. C'est que des bons souvenirs.